Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la trêve de 3 jours en Ukraine décrétée par Moscou, coïncidente avec les commémorations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Israël, l'armée s'apprête à mener une opération d'invasion de Gaza. Et enfin, en France, des incidents ont eu lieu dans la capitale après un match de football. Les images sont toujours les mêmes, tout le monde sait. 3 jours de trêve, la Russie a déclaré une pause dans les combats dans un contexte de célébration patriotique concernant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une trêve de 3 jours décrétée unilatéralement par le président Vladimir Poutine est entrée en vigueur mercredi à 21h, coïncidant avec les commémorations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce geste, qualifié d'humanitaire par Moscou, intervient dans un contexte de pression internationale, notamment des États-Unis. La Russie, fidèle à sa tradition de célébrer le 9 mai avec faste, prépare un défilé militaire sur la place rouge où des dirigeants étrangers, dont le président chinois Xi Jinping, sont attendus. Le faste russe contraste avec les grimaces de Volodymyr Zelensky qui se filmait seul depuis son téléphone façon selfie pour dénigrer les cérémonies moscovites. Demain, les atrocités nazies seront évoquées. L'organisateur des fosses communes de Boutcha parlera de l'histoire de la guerre de sécession. Et le blocus de Leningrad sera évoqué par ceux qui ont organisé le blocus de Mariupol. Ce sera un défilé de cynisme, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Un défilé de bile et de mensonges comme si ce n'était pas des douzaines de pays alliés, mais lui-même qui a vaincu le nazisme. Une rhétorique sur la Seconde Guerre mondiale que l'on retrouve dans les deux camps, russes et ukrainiens, s'accusant mutuellement depuis le début des hostilités de nazisme dans un exercice de propagande dont la pertinence historique laisse à désirer. L'Ukraine a donc rejeté cette trêve, la qualifiant de simple opération de communication et continuant de plaider pour un cessez-le-feu de 30 jours. La nuit précédant la trêve a été marquée par des échanges d'attaques aériennes. L'Ukraine dénonce des bombardements russes sur la région de Soumy, tandis que des drones ukrainiens ont perturbé les aéroports russes, notamment celui de Nijni Novgorod, fermé temporairement. Ces incidents ont affecté des milliers de passagers et suscité des inquiétudes quant à la sécurité des célébrations à Moscou, mais pas suffisamment pour empêcher la venue d'une trentaine de chefs d'État. Le Kremlin a assuré que ses forces respecteraient la trêve tout en prévenant qu'elles riposteraient immédiatement en cas d'attaque ukrainienne. Kiev, de son côté, accuse Moscou de violations, citant les fameuses frappes sur Soumy et des incidents qui auraient eu lieu à Kharkiv où une attaque de drone aurait blessé 3 civils. Pour les autorités ukrainiennes, qui ne maîtrisent pas toutes leurs troupes dans un contexte militaire délicat, il sera de toute manière plus difficile de faire respecter les instructions de l'état-major que pour la Russie, qui se trouve militairement dans un état plus serein, en position de force. Volodymyr Zelensky, lui, semble continuer de croire qu'une coalition occidentale peut encore vaincre la Russie. Comme le monde l'a fait il y a 80 ans quand c'est devenu évident pour tout le monde que le mal ne peut être apaisé, il faut le combattre. Ensemble, avec détermination, avec force, par la pression sur le champ de bataille, dans l'arène diplomatique et dans l'espace économique, partout où cela est possible. Pour que plus jamais devienne une réalité, sinon le monde devra procéder à la dénazification et à la démilitarisation de la Russie. La trêve, très précaire, s'inscrit dans un contexte diplomatique tendu. Depuis son investiture en janvier 2025, le président américain Donald Trump pousse pour un cessez-le-feu durable, mais ses efforts se heurtent aux exigences de chaque camp. Le vice-président J.D. Vance a reconnu mercredi la nécessité de négociations directes entre les parties, une perspective encore lointaine. L'Ukraine, dont 20% du territoire reste sous contrôle russe, refuse pour l'heure tout compromis. À Moscou, l'atmosphère est à la fois festive et prudente. Les préparatifs du 9 mai, moment clé du patriotisme russe, battent leur plein avec des décorations ornant la place Manejnaya. La présence de chefs d'État comme Xi Jinping, Luis Ignacio Lula da Silva pour la Chine ou encore Nicolás Maduro pour le Venezuela témoignent du soutien international dont bénéficie la Russie malgré les tensions avec l'Occident, tandis que le chef d'État ukrainien, lui, apparaît assez isolé, comme l'illustre un peu caricaturalement sa vidéo.
Un tournant dans la guerre de Benjamin Netanyahou contre Gaza. Après 1 an et demi de guerre, le Premier ministre israélien a annoncé une opération de conquête de l'enclave, une offensive dans la droite lignée des visées expansionnistes israéliennes. Édouard Chano. Une conquête pure et simple en lieu et place des raids. Après 1 an et demi de guerre contre le Hamas, c'est un changement de stratégie majeur pour Israël. Le 5 mai dernier, Benjamin Netanyahou a fait adopter par son cabinet de guerre une nouvelle opération à Gaza, baptisée Chariot de Gédéon. En clair, l'armée israélienne occupera désormais le territoire palestinien après ses interventions. Une nouvelle opération jugée réaliste sur le plan militaire par le spécialiste de la gestion de crise et diplômé de l'école de guerre Hervé Carès, qui souligne qu'Israël a déjà occupé l'enclave de nombreuses années durant. Cette opération vise à réoccuper la bande de Gaza, puisque de 1967 à 2005, la bande de Gaza a été occupée par Tsahal. Elle est réaliste ensuite au plan militaire parce que le Hamas, même s'il a encore des capacités de résistance, est très très affaibli au plan militaire. Il souffre d'un manque de combattants, mais surtout un manque d'armes et de munitions. Le vrai sujet et la vraie problématique de cette future offensive sur la bande de Gaza, c'est quid des 2,4 millions de Gazaouis, puisqu'on leur a demandé de se déplacer, mais de déplacement en déplacement, ça risque de devenir de plus en plus dramatique, surtout qu'il ne serait pas étonnant que des combattants des groupes terroristes s'infiltrent au sein de cette population de manière à éviter d'être neutralisés par cette dernière offensive. Alors que les pertes dans la bande de Gaza s'élèvent à plus de 52 000 morts, les critiques au sein d'Israël regrettent celles de 400 militaires israéliens, souvent tués pour reprendre des zones où le Hamas est parvenu à se réimplanter dès le départ des unités de Tsahal. Pour autant, Hervé Carès estime que l'armée israélienne, qui a décapité le Hezbollah au Liban, n'est pas non plus en échec dans l'enclave face au Hamas. Non, on ne peut pas considérer que c'est un échec contre le Hamas parce qu'il y avait une vraie difficulté pour le gouvernement israélien au plan militaire, c'était la problématique des otages. Or, actuellement, il reste de mémoire 58 otages, dont 34 seraient considérés comme morts par le gouvernement israélien et les renseignements israéliens. Donc ce sujet des otages, qui était de 251 otages au départ, qui était très prégnant au sein de la population israélienne, l'est beaucoup moins maintenant. Le gouvernement israélien, qui est un gouvernement très très nationaliste, celui qui est au pouvoir, va poursuivre cette opération de conquête et de neutralisation du Hamas. Alors évidemment, il y aura très probablement à l'issue des combats, le sujet de la population gazaoui, quelles sont les opportunités qui pourraient lui être offertes de quitter le territoire, que c'est un des objectifs du gouvernement israélien, et en plus ils sont appuyés par les États-Unis dans ce projet. Et le deuxième sujet, ça sera éventuellement des résidus de résistance et une guérilla comme celle qui avait été vécue par les troupes d'occupation israéliennes dans la bande de Gaza jusqu'en 2005. En Israël, le débat est vif, avec d'un côté les nationalistes israéliens, le ministre des Finances Bezalel Smotrich en tête, qui influence la politique actuelle et qui refuse tout retrait de l'armée israélienne des territoires conquis, même en échange d'otages. Et de l'autre, les familles des derniers otages, ulcérées par le militarisme des autorités. Selon celle-ci, la pression militaire conduit à la mort d'otages, tandis que les accords permettent leur libération. Ces derniers jours, plusieurs rassemblements contre la politique du Premier ministre israélien ont d'ailleurs eu lieu. La manifestation s'oppose à tout ce que fait le gouvernement, à commencer par le problème le plus urgent, l'abandon des otages à Gaza et l'intention d'étendre la guerre, de menacer leur vie. Ce n'est pas juif, c'est inhumain, c'est inouï. Nous sommes ici pour protester contre ce gouvernement fasciste qui veut prolonger cette guerre qui, selon moi, n'est plus une guerre mais un génocide. Manifestement, Netanyahou veut garder son trône et pour cela, il est capable de sacrifier les otages. Autre problème pour le gouvernement, la lassitude des soldats face à la politique de Netanyahou, celui-ci ne faisant guère l'unanimité au sein de la société israélienne. 10 000 réservistes ont été rappelés pour permettre cette opération, une mobilisation qui intervient alors qu'une fronde s'est levée mi-avril dans le pays. Selon le magazine Plus 972, 100 000 réservistes sur les 350 000 que compte Tsahal ont refusé de se présenter en mars dernier pour participer aux actions de l'armée. Le média israélien Kan News, lui, parle de 60% de
de réservistes n'ayant pas pointé. Un coup dur politique, mais néanmoins sans réelles conséquences pour les opérations israéliennes, selon Hervé Carès. D'après la presse israélienne, ces réservistes devraient venir relever les troupes qui sont engagées, notamment en Cisjordanie et probablement sur le Golan, pour participer aux opérations sur Gaza. Donc ça fait 10 000 réservistes sur un réservoir de 350 000 réservistes éventuellement rappelables. Donc si vous avez 100 000 réservistes, alors c'est un signe politique bien sûr, qui est important, mais sur le plan militaire, ça n'a pas d'impact. Vous avez 100 000 qui refusent l'appel, il vous en reste 250 000, et sur les 250 000, vous allez mobiliser 10 000 réservistes. Donc au plan militaire, c'est tout à fait tenable. Est-ce d'ailleurs là la raison du nom de l'opération ? Chariot de Gédéon renvoie à un récit biblique dans lequel seuls 300 soldats, purifiés et élus, partent combattre des ennemis d'Israël. L'État hébreu, pourtant engagé sur de multiples fronts, aurait donc les moyens de ses ambitions expansionnistes. En effet, cette opération s'inscrit parfaitement dans la grande stratégie israélienne, comme l'explique Hervé Carès. En fait, depuis la création de l'État d'Israël en 1948 et toutes les guerres israélo-arabes qui ont suivi, il y a 3 objectifs stratégiques pour l'État hébreu. 1, la continuité territoriale. 2, la profondeur stratégique. Et 3, bien sûr, assurer la sécurité de la population israélienne. Cette continuité territoriale, c'est un objectif marqué du gouvernement nationaliste israélien actuel. Et elle va se jouer sur la bande de Gaza, même si au départ, je ne pense pas que c'était un de leurs objectifs, avant qu'il y ait les attaques du 7 octobre 2023. Mais maintenant, c'est devenu un objectif. Mais surtout, ils ont un objectif qui est majeur et qui a toujours été celui des gouvernements israéliens successifs, notamment via les implantations de colons, c'est en Cisjordanie. La Cisjordanie, à terme, sera très probablement également annexée par l'État d'Israël. Et bien sûr, sur le plan stratégique, ils ont eu une victoire qui est fondamentale, c'est celle de la profondeur stratégique avec la conquête intégrale du Golan et des contreforts du Golan, notamment des parties syriennes et notamment les parties druzes de l'État syrien qui sont au bas du Golan, qui leur permet d'avoir cette capacité à voir venir l'adversaire. Netanyahou a visiblement les mains plus libres depuis que Donald Trump a débloqué la livraison de bombes à Israël et évoqué à plusieurs reprises des plans visant à transformer Gaza en Riviera. L'opération israélienne ne devrait toutefois pas débuter immédiatement, le président américain étant à l'heure actuelle en visite en Arabie Saoudite et aux Émirats, visiblement pour négocier certaines choses. Netanyahou serait donc en mesure de lancer ses chariots sur l'enclave une fois la mi-mai passée. Délinquants contre État défaillant, nouveau match. Mercredi soir, la demi-finale de la Ligue des Champions a entraîné son lot d'émeutes et de boutiques saccagées dans la capitale. Renaud de Bourleuf. Un match de foot et les délinquants ont une nouvelle occasion de piétiner et saccager Paris. Mercredi soir, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain, le PSG, a remporté la demi-finale de la Ligue des Champions face à l'équipe londonienne d'Arsenal. A priori, ce ne sont pas les supporters britanniques, chers à Gérald Darmanin, qui ont semé la pagaille. Pendant le match, environ 500 supporters sans billets ont convergé dans les rues adjacentes au Parc des Princes, tirant des feux d'artifice et de mortier. Des manifestations ayant lieu malgré les interdictions par la préfecture. La circulation porte de Saint-Cloud a été coupée puis rétablie par plusieurs interventions des forces de police. Certains bars et restaurants situés aux abords du Parc des Princes sont fermés prématurément pendant le match en raison de la tension aux abords du stade. Un bus a été pris d'assaut par des dizaines d'individus, certains brandissant un drapeau algérien. A priori, ils ne seront pas verbalisés par la RATP. Mieux vaut prendre d'assaut un autobus plutôt que de circuler dans le métro avec une plante. Non, ce n'est pas une image. Dimanche, à Paris, une femme a payé 150 € d'amende pour avoir transporté dans le métro une plante verte qu'elle venait d'acheter, au motif que la plante était trop haute et que c'était un encombrant. Mais aux alentours du Parc des Princes, certains amateurs de foot agressent tout simplement les policiers, lesquels ont dû répliquer par des gaz lacrymogènes. Après le match, la situation a dégénéré aux alentours des Champs-Élysées. À proximité, rue Christophe Colomb, une voiture tentant de s'extraire de la foule menaçante a foncé sur des individus massés dans la rue. 3 personnes ont été blessées, dont un mineur en urgence absolue, avec pronostic vital engagé. Plus tard, à quelques mètres, une voiture est incendiée avenue Marceau. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait de la même. Toujours avenue Marceau, une vitrine de magasin a été saccagée. Sur les Champs-Élysées, de nombreux commerces ont été vandalisés et des poubelles déversées sur la plus belle avenue du monde. Place François 1er, ce sont même les riverains qui ont fait les frais des festivités avec des tirs de mortier dirigés vers leurs fenêtres. Le lendemain, 47 personnes ont été interpellées, dont 23 placées en garde à vue.
des arrestations pour groupement en vue de commettre des violences et dégradations, détention de produits explosifs ou incendiaires et violences volontaires. La préfecture de Paris avait pourtant prévu 2000 policiers, mais l'État a perdu le contrôle et le match de la Ligue des Champions n'est qu'un nouvel épisode, après celui du Stade de France en mai 2022 ou du match France-Maroc du Mondial 2022 où les émeutes ont provoqué un mort. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, n'a pu que constater les dégâts sur ses réseaux sociaux, appelant mollement à ce que les petites dizaines d'individus arrêtés aient des sanctions exemplaires. Tout le monde sait pourtant qu'il était dans la rue mercredi soir et que ce ne sont pas les petites sanctions pénales qui arrêteront une tendance qui puise ses racines dans plusieurs décennies d'immigration incontrôlée. Passons à présent à l'actualité en bref, en France. La plainte de Mohamed Amra, classée sans suite. Le narcotrafiquant s'était plaint de violences qu'il aurait subies en prison. Déposée le 24 mars, cette plainte dénonçait des actes de surveillant de la prison de Condé-sur-Sarthe qu'il aurait jeté au sol et aurait exercé des pressions sur son corps. Le procureur d'Alençon, Laetitia Mirande, a justifié mercredi ce classement sans suite par l'absence d'éléments probants. L'avocat du criminel avait dénoncé des traitements inhumains et s'appuyait sur 2 témoignages de codétenus, insistant sur le respect de la dignité des prisonniers, quel que soit leur crime. Cette décision du parquet met un terme à cette affaire sans ouvrir d'enquête approfondie. Il y a un an, en mai 2024, Mohamed Amra, surnommé La Mouche, s'est notamment fait connaître pour son évasion spectaculaire lors d'un transfert entre Rouen et Évreux, lorsqu'un commando armé a attaqué le fourgon qui le transportait, tuant 2 agents pénitentiaires et en blessant 3 autres. Après plusieurs mois de cavale, il a été arrêté en février 2025 en Roumanie. Utilisation illicite de frais de mandat, 2 députés épinglés et punis. L'élu insoumis Andy Kerbrat et la RN Christine Engrand ont été exclus 15 jours de l'Assemblée nationale. Le député de gauche avait acheté de la drogue avec ses frais de mandat et a reçu le soutien de son parti. L'élu RN avait de son côté utilisé ses frais de mandat pour régler la pension de ses 2 chiens, un abonnement à un site de rencontre et des frais d'obsèques. Le parti de Marine Le Pen avait été exclu définitivement au mois de mars. C'est le bureau de l'Assemblée nationale, présidé par Yael Braun-Pivet, qui a voté à l'unanimité la censure avec exclusion temporaire, sanction la plus lourde, qui n'est donc pas très lourde. Confirmant en hémicycle, elle entraîne une exclusion de 15 jours du Palais Bourbon et une retenue de 2 mois sur l'indemnité. Cette mesure, rare avant 2022, vise à maintenir l'intégrité parlementaire, alors que le Palais Bourbon s'apparente de plus en plus à un cirque entre les comportements indignes des députés de tous bords. Pot de vin autour d'une cité du vin. Mardi, à Dijon, l'opposition LR accuse la majorité socialiste de la métropole d'avoir détourné au moins 5,5 millions d'euros lors des travaux de réalisation de la cité de la gastronomie et du vin. Selon l'élu LR Emmanuel Bichot, en 2016, la ville de Dijon, alors menée par François Rebsamen, aujourd'hui ministre de François Bayrou, aurait acheté au CHU le terrain de l'ancien hôpital général. Le terrain est ensuite revendu au groupe Eiffage, sélectionné pour mener les travaux de construction de la cité. Mais des écarts notables entre les évaluations initiales et les montants effectivement remboursés par Dijon Métropole laissent planer le doute d'un détournement de fonds publics. Le site d'information Brésinfo s'est procuré la vidéo de ce lynchage effectué à l'université Rennes 2. 2 étudiants, dont l'un responsable départemental des jeunes avec Bardella, ont été agressés. Les images montrent les coups, mais aussi la coordination entre les membres du groupe d'agresseurs. Après cette attaque menée à 20 contre 2, 7 militants antifa ont comparu devant le tribunal correctionnel de Rennes. Ils ont été relaxés. Cocorico, une équipe française a découvert une nouvelle molécule capable de détruire les cellules résistantes à la chimiothérapie. La phantomycine, qui serait une molécule révolutionnaire, cible ainsi les cancers métastatiques résistants aux chimiothérapies. Publiée dans Nature, cette découverte exploite la sensibilité des cellules métastatiques à l'oxydation due à leur accumulation de fer dans les lysosomes. Testée sur des biopsies et modèles animaux, elle pourrait compléter les chimiothérapies existantes pour empêcher la dissémination des métastases. Bien que prometteuse, son application humaine nécessite encore des recherches. Cette avancée, soutenue par de multiples institutions, ouvre aussi des perspectives pour d'autres maladies. L'actualité internationale en bref. Israël, faiseur de guerre, jeudi, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé l'Iran de représailles similaires à celles infligées au Hamas à Gaza. Une déclaration faite après l'attaque menée dimanche par les rebelles Houthis au Yémen, alliés de Téhéran, contre l'aéroport de Tel Aviv. Katz a accusé l'Iran de soutenir les Houthis et évoqué un axe du mal qui serait en train de s'effondrer. Il a ajouté que Téhéran subirait le même sort que le Hezbollah à Beyrouth, le Hamas à Gaza et la Syrie de Bachar al-Assad à Damas, oubliant que l'Iran est autrement plus armé que les États et organisations suscitées.
L'Australie penche à gauche comme au Canada. L'effet Trump semble avoir favorisé l'avènement d'un candidat de gauche avec la victoire d'Anthony Albanese aux élections fédérales australiennes en début de semaine, offrant au Parti travailliste son meilleur score depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec au moins 87 sièges à la Chambre des représentants contre 39 pour la coalition, les travaillistes renforcent leur majorité. Albanese prépare déjà des visites à Washington et Jakarta pour discuter commerce et sécurité face aux tensions avec la Chine, premier partenaire commercial du pays. Son gouvernement promet unité et discipline avec un premier projet de loi visant à réduire de 20% la dette étudiante. Fumée noire, le conclave continue mercredi soir à Rome. 45 000 personnes attendaient sur la place Saint-Pierre, les yeux tournés vers la chapelle Sixtine où se déroule l'élection du prochain pape. 21h, la fumée noire a annoncé qu'aucun cardinal n'avait obtenu les 2/3 des suffrages. Ce jeudi, les 133 cardinaux électeurs se sont de nouveau réunis pour 4 tours de scrutin dans un huis clos total. La fumée blanche annoncera l'issue du conclave et le nom du prochain évêque de Rome sera annoncé au balcon de la basilique Saint-Pierre. Sans fumée blanche, une nouvelle journée de conclave aura lieu demain vendredi avec encore une fois 2 tours de scrutin par demi-journée. On arrive à la fin de cette édition ce soir. Immédiat et sur la chaîne format court YouTube de TVL, la chronique de l'avocat Gilbert Collard. Merci de votre fidélité. À vendredi.